Bonsoir. Nous entamons la 5e leçon, toujours sur la pédagogie Korchak. Elle est intitulée « Souvenir d'un pupille ». 1907-1908, 2 années d'une extrême importance dans l'itinéraire pédagogique de Korchak. Les colonies de vacances lui ont permis d'apprendre l'abécédaire de la pratique éducative grâce à ses contacts directs avec les enfants du peuple, les enfants de la rue, les enfants des pauvres. Sa décision est prise. Il ne fondera pas son propre foyer. Il n'aura pas ses propres enfants. Les enfants de la misère lui suffisent. Il choisit donc de leur consacrer sa vie, de servir leur cause. Une occasion inattendue se présente. La société d'aide aux orphelins fait paraître dans la Nouvelle Gazette une annonce. Cette annonce tombe sous les yeux de Korchak, raconte un témoin polonais, un certain Puchak, je crois. On demande un médecin dans une maison d'enfants pour quelques heures par jour. Korchak n'y reste pas indifférent, non seulement les cours, mais il devient même membre de cette société philanthropique à laquelle il va se dévouer corps et âme, et pour toujours. Korchak, on l'a vu, veut consacrer sa vie à servir la cause de l'enfant. Grâce aux colonies de vacances, il a acquis une certaine expérience, soit mais une expérience personnelle, même si elle est pratique, ne suffit pas. Il faut compter avec l'expérience des autres, dit Korchak. C'est pourquoi il décide, en 1911, d'entreprendre un voyage d'études à l'étranger pour voir de près comment et fonctionnent les orphelinats. En fait, Korchak part à l'étranger à la recherche d'un modèle. Déception totale. Aucun des établissements visités ne lui donne satisfaction. Tous les pouvoirs, constate-t-il, sont entre les mains des adultes. Ne faut-il pas en finir? Korchak rentre déçu en Pologne, mais les colonies de vacances lui ont beaucoup appris. Il lui suffit donc seulement de mettre en pratique ce qu'il a déjà expérimenté lui-même. N'oublions pas que la société d'aide aux orphelins l'attend. Et c'est avec elle qu'il fonde, en 1912, la maison de l'orphelin à Varsovie. On a beaucoup écrit sur cet établissement éducatif, souvent avec passion, plus rarement en connaissance de cause. C'est pourquoi j'ai choisi de donner la parole à l'un des anciens pupilles de Korchak, Monsieur Jacques Dodiuk. Jacques Dodiuk a séjourné à la maison de l'orphelin de 1928 à 1934. Ayant donc côtoyé Korchak pendant 6 ans, il n'hésite pas à porter témoignage sur la vie et l'œuvre de son bienfaiteur. Ce témoin a aujourd'hui 76 ans. Mais il n'a pas pour autant oublié les années heureuses passées chez Korchak. Au contraire, il s'en souvient encore. Et ces souvenirs apportent de nouveaux éclairages, aussi bien sur la personnalité de ce pédagogue que sur le fonctionnement quotidien de la maison de l'orphelin. Avant de présenter les techniques pédagogiques de base de Korchak, il m'a semblé utile de décrire d'abord le fonctionnement général de son institution éducative. Comment fonctionnait la maison de l'orphelin au quotidien? Comment les enfants y vivaient-ils au jour le jour?
Pour le savoir, j'ai réalisé l'entretien qui suit avec Jacques de Dioc, qui d'ailleurs n'est plus que Dieu et son âme en miséricorde. Écoutons-le. Je suis né en 1920 dans un village polonais qui s'appelle Aleksandrów, situé à quelques 200 km de Varsovie. Mon père est décédé en 1922. Comme je n'avais que 2 ans cette année-là, je ne me souviens plus de lui. Ce dont je me souviens bien, c'est que quand j'ai eu 6 ans, ma mère a quitté Aleksandrów pour s'établir chez une de ses sœurs à Varsovie. Un jour, cela s'est passé en 1928, ma mère me prend par la main et je me retrouve ainsi dans une grande maison, avec les enfants qui jouent, qui courent dans la cour. Elle me présente un monsieur qui m'examine, me pose aussitôt un certain nombre de questions. Je me rends alors compte que je suis dans un orphelinat, celui de Janusz Korczak. Je suis immédiatement séduit par cet endroit, par l'ambiance qui est reine et le nombre d'enfants qui s'y trouvent. À partir de ce moment, une nouvelle vie commençait pour moi, une vie très différente de celle que j'avais connue jusqu'à maintenant. Après les présentations, on me désigne un tuteur, un enfant presque de mon âge. Sa fonction, faciliter mon intégration en m'apprenant progressivement les règles de la vie en usage à l'orphelinat. Quelques jours plus tard, on m'inscrit à l'école, à l'âge de 8 ans. Or, comme les enfants entraient à l'école en général à 7 ans, j'étais donc en retard d'1 an par rapport à mes petits camarades. Ma mère ne comprenait pas. Elle estimait que je devais passer dans une classe supérieure. Mais voilà que l'instituteur me pose, dès le premier jour, cette question. 9 fois 7, ça fait combien? Comme je ne savais pas calculer, d'après cet instituteur, je ne pouvais pas passer en classe supérieure. Pouvez-vous faire quelque chose pour mon fils? Demanda alors ma mère à Korczak. Écoutez, madame, si votre fils devient médecin un peu plus tard que d'autres, est-ce vraiment problème? Le répond-il. Ma mère sourit, car, pense-t-elle, avec un tel monsieur, son fils ne peut que devenir un jour médecin. Tout à fait rassurée pour mon avenir, elle ne cherchera donc plus à me faire passer dans une classe supérieure. En dehors de cette anecdote, je vais avoir des journées bien remplies. On surveille tous les jours à 6 heures du matin. Dans le dortoir qui comptait une 50aine de lits, un éducateur dormait avec nous. Tous les enfants devaient sortir du lit immédiatement après la sonnerie du réveil. Et tous les matins, cet éducateur lisait une liste de numéros, car nous en avions chacun un. Les enfants qui répondaient levé avaient un point positif, une croix à côté de leur nom. À la fin du mois, celui qu'on avait récolté un nombre suffisant recevait une carte souvenir signée Janusz Korczak avec mention de la raison de son attribution. En revanche, les enfants qui ne répondaient pas à l'appel, non seulement avaient un point négatif, mais en plus, ils étaient éjectés du lit au bout d'un quart d'heure. Je pense que Korczak, qui était avant tout médecin, avait besoin de savoir quels étaient les enfants qui se levaient aussitôt et quels étaient ceux qui avaient du mal à se lever. En bref, après le réveil, nous allions nous laver.
chaque enfant avait une serviette avec son numéro personnel dessus. Les numéros permettaient de retrouver assez rapidement le propriétaire de tel ou tel objet, de tel ou tel vêtement. Puis nous descendions dans la salle de récréation, les dortoirs se trouvant au 2e étage. Un éducateur nous faisait faire ensuite des exercices de gymnastique pendant une demi-heure. Après la gymnastique, qui n'était pas obligatoire, nous étions servis par les enfants qui étaient de service ce jour-là. On nous donnait du café au lait, du chocolat chaud, des tartines beurrées, de la confiture, etc. Vers 7h30, nous préparions nos cartables et nous partions à l'école après avoir ciré nos chaussures, bien entendu. L'école que nous fréquentions se trouvait à un quart d'heure de marche de l'orphelinat. C'était un bâtiment vétuste. Nous étions entre 40 et 50 élèves par classe. Nous étions tous des enfants juifs. Je m'explique. La communauté juive de Pologne était assez séparée des Polonais catholiques. Il est vrai que dans un certain petit village, les enfants juifs fréquentaient les mêmes écoles que les enfants catholiques. Mais ce n'était pas le cas à Varsovie. Car en plus des programmes scolaires qui étaient communs à tous, il y avait l'histoire du peuple juif qui était enseignée uniquement dans les écoles juives. Voilà la première partie du souvenir d'un pupille, c'est-à-dire de M. Jacques Duduc. Nous verrons demain, Inch'Allah, la deuxième partie de cet entretien avec la même personne, à savoir Jacques Duduc. Je vous dis donc au revoir et à demain, Inch'Allah. Merci.